Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Cultureté, votre émission entièrement dédiée aux artistes et à la vie culturelle dans votre ville, dans vos territoires. Cette semaine, nous sommes à Nantes. Tout de suite, le menu, le sommaire de votre émission. L'incontournable de ce Cultureté à Nantes, c'est Johan. Il est le dessinateur d'une des séries les plus mythiques de l'histoire de la bande dessinée, Spirou et Fantasio. Dans la famille Chéral, je demande la Benjamine, Lise, une rencontre tout en chanson, tout en douceur, tout en poésie. Nantes est une ville de graphes et de graffeurs. David Nasher est l'un de ses représentants. Sa spécialité, le lettrage. Mais sans plus attendre, c'est l'édito de cette émission. Il est signé d'une illustratrice pour enfants, mais désormais aussi pour adultes, Lily Doll. J'ai pas toujours dessiné en fait, j'étais une petite fille assez sage, mais c'est vrai que j'étais pas. J'aimais beaucoup lire et mes parents en fait nous emmenaient souvent au musée. Enfin, j'ai toujours eu un rapport à l'art en fait, je pense par ma famille. J'avais une grand-mère aussi qui dansait, qui faisait du théâtre et qui chantait. Donc du coup, je pense que ça m'a toujours un peu accompagnée. Enfin, j'ai été baignée là-dedans. Et en fait, ça m'est venu plus après mes études au lycée. Enfin, vraiment, j'ai eu envie de continuer dans cette voie. Donc j'ai fait du graphisme et puis après, je suis partie à Angoulême faire l'école de bande dessinée en fait. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à me poser la question de ce que je voulais représenter, même au niveau du rendu graphique en fait, mais surtout au niveau du contenu. Et du coup, je pense que c'est vraiment quelque chose qui se travaille sur plusieurs années. Enfin, moi, je travaille depuis 7 ans en fait, en illustration, donc c'est pas très long en fait. Mais en même temps, c'est vrai que ça m'a permis de réussir à développer en fait, mon axe graphique que je garde aujourd'hui. Quand j'ai commencé à travailler, ça s'est vraiment tourné vers la jeunesse de manière un peu naturelle, parce qu'en fait, il y a beaucoup de commandes en fait, d'illustrations qui touchent le domaine de la jeunesse. En fait. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui me plaisait bien, puis c'est vrai que j'avais un style assez rond aussi, et assez enfantin, donc du coup, c'est vrai que j'ai percé là-dedans, que j'ai creusé en fait, dans cette direction. Ça me permet un peu de faire ressurgir des choses que j'aimais bien étant petite aussi. Enfin, je me souviens que j'aimais beaucoup les livres d'images, quand c'était bien dessiné, quand il y avait des choses qui me faisaient voyager. J'aimais beaucoup regarder ce genre de choses et les lire. Et du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis un petit peu de l'autre côté, donc j'essaye de retranscrire ça aussi dans mon travail. Après, je pense que c'était pas forcément un choix délibéré, parce que j'ai toujours voulu en fait aussi travailler dans d'autres univers, aller vers des choses peut-être plus adultes. Par exemple, le travail que j'ai développé sur Milky, je pense que c'est vraiment un type d'univers et un type de propos que j'avais envie d'avoir depuis longtemps et que je n'osais pas par manque de temps ou parce que voilà, j'étais sur d'autres projets en fait qui étaient effectivement plus enfantins. Mais c'est vrai que j'aime bien quand il y a de la magie, quand les choses que je représente sont aussi, nous permettent un petit peu de nous évader vers des mondes un peu imaginaires. On continue nos pérégrinations ici à Nantes. On ne va pas totalement changer d'univers, on va rester dans cet univers graphique que j'affectionne particulièrement. C'est l'incontournable de ce Cultureté, Johan. Il est le dessinateur de Spirou et Fantasio. Et on a eu la chance de le rencontrer dans un lieu magique, fantasmagorique, les machines de l'île, le carrousel des mondes marins. Bon, Johan, tu connaissais ce carrousel des mondes marins ? Je connaissais, mais j'étais jamais venu. C'est l'occasion pour moi de le visiter. C'est un grand plaisir. Je connaissais les machines parce qu'elles étaient exposées dans une galerie juste à côté avant qu'ils soient montées. Ouais. Je connaissais l'esprit du carrousel et c'est magnifique. C'est devenu une institution à Nantes en plus, hein ? Carrément, c'est à chaque fois qu'on dirait que cette compagnie, la machine, produit quelque chose, ça devient un événement en soi. Elle travaille beaucoup avec le Royal de Luxe aussi. Ouais. Notamment, on a à Nantes un éléphant géant qui est devenu maintenant tellement une image présente que c'est quasiment une image qui représente la ville. La ville de Nantes l'a beaucoup récupéré pour ses visuels. Mais dis-moi, ces décors, on va les avoir un jour dans Spirou et Fantasio ou pas? Ça serait pas mal pour une aventure dans les machines de l'île.
C'est à creuser. C'est à creuser. Le jour où on fera un Spirou et Fantasio croisé avec Isabelle de Will, on devrait réussir à faire quelque chose. Alors c'est une belle année, 2012-2013, parce que c'est les 75 ans quand même du magazine de Spirou. Et puis en même temps, c'est l'aventure Spirou et Fantasio qui continue. Et tu en fais partie entièrement. Quel est ton recul par rapport à ça, par rapport à l'album d'avant? Qu'est-ce qui a évolué? Qu'est-ce qui a changé pour toi? Ce qui est drôle, c'est qu'on se sent un petit peu plus à l'aise avec les personnages et que cette année, l'année des 75 ans, on sort un album, le numéro 53, qui s'appelle Dans les griffes de la vipère, où justement le journal est racheté suite à des gros problèmes économiques, est racheté par une compagnie, l'homme le plus riche du monde, grosso modo. Donc un album qui est très terre à terre, très en prise avec l'actualité et avec la réalité. Pour les 75 ans, je trouve que c'est un bon retour de l'aventure à des choses concrètes. Et toi, maintenant, les personnages, évidemment les deux principaux, mais les personnages secondaires, tu les as encore plus dans ta main, dans ton esprit? On s'amuse avec les personnages, c'est-à-dire qu'on ne se dit pas tiens on va mettre tel personnage dans tel album, on se dit voilà si le scénario le justifie. Par exemple dans celui-ci on a Sécotine qui revient alors que ce n'était pas spécialement prévu comme ça à la base, mais on s'est dit voilà ce rôle-là de ce personnage, c'est Sécotine, c'est elle obligatoirement, allons-y. Et on fait vraiment les choses si elles sont nécessaires, mais pas par citation toute simple. J'imagine que ça reste toujours un plaisir jubilatoire de travailler sur une série qui est hors norme, qui est dans l'histoire de la BD, quoi. Ouais, c'est génial, d'autant qu'en plus Spirou, c'est une série qui permet qu'on se l'approprie, c'est-à-dire qu'on projette notre personnalité quelque part dans la série. Alors évidemment, les personnages sont un peu comme des petites marionnettes qu'on va animer, mais les histoires qu'on va raconter, c'est vraiment nous. Et quand je dis nous, c'est Fabien Vellman et moi, puisque on travaille vraiment tous les deux de manière très proche sur, en tout cas, les débuts du scénario, et on rigole comme des baleines à chaque fois qu'on veut essayer de créer une histoire. Et ça, c'est un vrai plaisir. Mais alors, comment d'une série, je veux dire, classique de la bande dessinée, au noble sens du terme, parce que c'est devenu un grand classique, on arrive à moderniser justement à la fois les personnages, l'histoire, la mise en scène, et puis c'est tout ton boulot ça. Là, il faudrait des heures pour en parler, mais disons qu'en ce qui concerne l'histoire, Spirou a toujours été un personnage contemporain de son époque. Donc pour nous, c'est assez simple de s'inspirer de l'époque dans laquelle on vit, du contexte, que ce soit politique, économique, que sais-je encore. Mais c'est aussi une série qui permet une grande parenthèse sur le fantastique et le merveilleux. Donc Spirou, c'est tout ça à la fois. Ça peut être du polar, ça peut être de la science-fiction, ça peut être de l'humour pur, ça peut être un propos engagé aussi à certains moments. Et c'est quasiment, je ne vais pas dire c'est facile, mais ce personnage permet beaucoup de choses. Il nous donne une grande liberté. Mais ça veut dire qu'à aucun moment tu te dis, est-ce que je fais attention, je ne sais pas, à mettre tel appareil, est-ce que je dois être le Spirou et Fantasio de 2013 ou est-ce que je dois être un petit peu intemporel Ça, c'est un petit peu la question piquante parce que Spirou a 75 ans cette année et il a toujours l'air d'en avoir 18-20, quoi. Ouais, c'est un jeune homme encore. Et voilà, donc là, on joue sur la magie de la bande dessinée où pour le moment, on n'explique pas pourquoi Spirou est resté jeune comme ça. Mais en même temps, c'est un personnage contemporain, mais qui vient d'une époque où, effectivement, les mentalités étaient différentes quand même. Donc il y a une espèce de truc où Spirou reste un personnage classique. La chose principale, c'est que c'est un personnage dans lequel le lecteur doit s'investir, donc il ne doit pas non plus être trop torturé, etc. Ça doit être quand même un personnage qui véhicule des bonnes, comment on va dire, des bonnes ondes. Oui, c'est ça, oui. Mais qui ne soit pas non plus trop perméable à son lecteur. Alors j'ai vu dans ce nouvel album, petit à petit, on commence à découvrir des petites infos sur leur vie perso qu'on ne savait pas avant. Ouais. C'est-à-dire qu'on ouvre un peu leur cœur à tous les deux, à Spirou et Fantasio. Et ça, c'est super important parce que Spirou et Fantasio, c'est un duo déjà. Ouais. Et si on ne veut pas que ce soit des jumeaux, ce qu'ils étaient un petit peu devenus, à mon sens, les dernières décennies, il est important de creuser la différence entre leurs personnalités. Quand on remonte aux origines de la série, on s'aperçoit que Spirou avait peut-être son intérieur, son appart, etc. Et Fantasio, son mode de vie très différent aussi. Et tout ça, c'est des choses dont on va s'inspirer pour de nouveau recréer un contraste entre les deux personnages. Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils vont être complémentaires quand même. Alors qu'est-ce qui reste finalement de 1938 de l'époque où c'est l'aventure, les enfants. C'est les embruns, on n'est pas loin de la mer, c'est normal. Nantes, c'est hors norme. Qu'est-ce qui reste justement de la naissance des personnages? Il reste surtout l'aventure, tout simplement?
Il reste l'aventure, il reste le dynamisme aussi des personnages. Hein. Quand on relit le Spirou de Roppwell, que moi j'ai redécouvert là tout récemment, on s'aperçoit que c'était complètement déjanté cette histoire. Ils voyageaient dans le temps, ils se retrouvaient dans des temples égyptiens avec des divinités qui faisaient 30 mètres de haut. Incroyable, ils voyageaient sous les mers, etc. C'était un truc de fou. Donc c'est bien de rester en connexion avec cet esprit-là. Et puis il reste l'uniforme aussi. Et bien sûr. L'uniforme de Groom de Spirou. Et je vous invite à lire le numéro spécial anniversaire des 75 ans de Spirou, du journal de Spirou, dans lequel il y a une histoire courte assez drôle, où le musée du Groom prête à Spirou le costume de 1938. Un grand moment. Alors, à part peut-être le comte de Champignac et son domaine, ça pourrait ressembler à la campagne de Nantes. Mais est-ce que Spirou et Fantasio, qu'est-ce que tu peux insuffler de toi, de ton quotidien à Nantes, dans cette histoire? Est-ce qu'il y a des petits trucs qui te disent « Ah bah tiens, je vais mettre ça, je vais… » Nantes a la particularité d'être un territoire limitrophe, c'est-à-dire qu'on a au sud de la Loire c'est la Vendée, au nord c'est la Bretagne, à l'est on va vers l'Anjou, les pays de la Loire. Ouais. Et quelque part c'est un territoire assez mélangé, quoi, où il y a des gens qui revendiquent leur identité bretonne. Et dans l'architecture, que ce soit dans les bâtiments, on a des influences notamment avec l'ardoise sur les toits, donc qui viennent de l'Anjou, d'autres qui viennent de la… Bon, il y a tout un truc comme ça qui fait que finalement Nantes c'est une grande métropole qui a attiré aussi des populations différentes, des talents différents aussi. Ah ouais, et c'est pour ça qu'ici la culture et l'art se mélangent beaucoup, notamment pour donner naissance à des choses comme le bâtiment dans lequel on est. On a des artistes contemporains ici comme Pierrick Saurin qui sont aussi des personnalités très fortes. Philippe Catherine était à Nantes, Dominique A vient de revenir à Nantes. C'est une ville qui est très motivante pour ce qui est de la création et qui encourage à assembler des idées, des choses comme ça. Et effectivement, en me promenant là tout à l'heure, je me disais oh, tiens, ce serait chouette qu'à un moment donné dans Spirou il y ait ce tel décor. Parce qu'à Nantes, au niveau architecture, je ne vais pas faire de la promo de ma ville, c'est pas le problème de ça, mais ce que je vois autour de moi, c'est qu'au niveau architectural, il y a beaucoup de choses qui sont utilisées, on a beaucoup je trouve, d'audace. Oui. Et on sait réutiliser le patrimoine existant, notamment là on est sur un site qui est des anciens chantiers navals et qui sont un des plus gros chantiers urbanistiques de rénovation européens en fait. Et avec là pour le coup des architectes qui se lâchent en réutilisant des choses qui existent ou en créant d'autres choses un peu en harmonie. Et là-dessus c'est très inspirant pour une série comme Spirou qui doit allier à la fois un esprit vintage et rester dans la modernité. Le nouvel album est déjà en route ? Oui, l'album 54. Je sais pas le titre encore, mais je peux vous dire que c'est un des albums les plus drôles de la série. Bon, merci à toi. Merci à toi. Album 54 en route, le 53, messieurs, dames, évidemment, hein, vous pouvez l'acheter. Je vous conseille aussi, il y a un très beau recueil pour les 75 ans, hein, justement, de Spirou. Le 75 ans, hein, la Belgique n'est pas si loin, quoique d'ici. Et puis, dans quelques instants, messieurs, dames, on va changer d'univers, on reste à Nantes. On va rencontrer la Benjamine de la famille Chéral. Jeanne, vous la connaissez. Lise, maintenant, commence à s'écrire son prénom en lettres majuscules. Très belle rencontre. All set? Let's go. Tu sais, quand le ciel parle à la mer, moi j'entends tout, ça me dérange. Tu sais, quand le ciel parle à la mer, moi je ne peux plus parler aux anges. Je sais, le ciel parle à la mer, et toi, tu aimes parler aux anges. Je sais, le ciel parle à la mer. Mes premiers souvenirs de musique et de concerts, c'est vraiment les tout premiers concerts que j'ai faits en groupe avec le groupe Bustaglotte à l'époque, donc il y a 12 ans maintenant. Et moi, le premier concert que j'ai fait, c'était dans un café qui s'appelle le Live Bar à Nantes. C'était extraordinaire et au moment où on était en train de jouer, je me suis dit mais c'est génial, il faut faire ça toute sa vie, quoi. C'est absolument formidable. Et quelques mois après, on a fait une première partie à l'Olympique. Et là, c'était une espèce de décharge de stress et ça a été tellement d'émotions ce moment-là. On a joué un jeudi soir et pendant les 2 nuits qui ont suivi, je n'ai pas réussi à dormir. Je n'ai pas dormi et le dimanche, je suis tombée par terre tellement il y avait eu du stress et de l'émotion.
Et à l'époque, la musique, pour moi, c'était pas du tout quelque chose de... C'était pas du tout un travail, c'était pas du tout lié au domaine professionnel. C'était vraiment que de la rigolade, de la joie, du plaisir. C'était toujours de la joie, du plaisir, mais maintenant, il y a une autre dimension, on va dire. Tu perds ton temps avec les anges. Arrête de regarder en l'air. Tu perds ton temps avec les anges. Arrête de regarder derrière. L'accordéon, j'aime bien parce que c'est un instrument qui est hyper complet et il permet de faire un accompagnement avec la main gauche et une mélodie à la main droite et on peut chanter en même temps, ce qui n'est pas le cas quand on joue de la flûte, hein. C'est pas possible. Et du coup, c'est un instrument qui peut se suffire à lui-même et on peut l'emmener sur son dos assez facilement. Et c'est pour ça que je l'aime bien. Et puis j'aime le son de l'accordéon, quelque chose de très doux. Ouais, ça me plaît beaucoup. La musique, au moment où je la fais, c'est la musique que j'ai envie d'entendre. Donc en effet, il y a 2-3 ans, quand j'ai commencé à bosser sur Il est arrivé quelque chose, j'avais envie d'orchestre, j'avais envie de voix, de chorale, j'avais envie de violon, j'avais envie de tout ça. Et là, en ce moment, j'ai moins envie de tout ça, donc ça va être le prochain disque qui sera différent. Quand je regarde ma mère qui vieillit dans mes yeux, mais que peut-elle y faire? L'eau de son rire est lunaire. Ce qui est arrivé plusieurs fois et qui arrive encore, c'est de voir des gens pleurer. Ah, oui, je vous jure, hein, des gens qui pleurent, tu vois, qui sortent les mouchoirs un peu au premier rang, parce que voilà, les chansons, elles touchent et ça, franchement, ça a beau m'être arrivé plusieurs fois, et ben, ça me fait toujours un petit frisson en plus, quoi, quelque chose où je me dis, waouh, je suis en train de raconter, je suis en train de chanter et l'émotion de cette chanson, elle est telle qu'elle provoque des pleurs chez certaines personnes, quoi. Donc, je trouve ça hyper gratifiant puis hyper touchant. Par rapport au métier de musicien, mais quelle chance, quoi. Quelle chance aujourd'hui, franchement, sincèrement, de gagner sa vie en allant faire des concerts, quoi. C'est un plaisir que je savoure tous les jours et peut-être parce que dans un coin de ma tête, j'ai l'impression que ça ne va pas durer comme ça éternellement. J'en sais rien, j'espère que si, mais j'en sais rien. En tout cas, aujourd'hui, je le savoure. Toujours j'ai envie de crier, de hurler mon amour. Car je t'aime la folie furieuse, je t'aime la folie, je t'aime la folie furieuse, à la folie, oui. Je t'aime la folie furieuse, je t'aime la folie, je t'aime la folie furieuse, à la folie, oui, à la folie. On quitte quelques instants l'univers très poétique de Lise Chéral, mais on ne quitte pas totalement l'univers des mots et des lettres. Je vous l'ai dit, on va rencontrer David Nasher, qui est graffeur nantais. Sa grande spécialité, c'est le lettrage. Il va nous expliquer ce qu'est le lettrage aujourd'hui dans le monde du graphe. C'est une rencontre sur les bords de Loire. All set? Let's go. Bon, je vous l'avais dit, hein, on est sur les bords de Loire. C'est un mur autorisé ici, hein, pour tous les graffeurs de Nantes. On va rencontrer David. Salut David. Bonjour. Ça va, tu vas bien? Bien et toi? Ouais, très bien. Bon, c'est un mur, je disais, autorisé ici, hein? Tout à fait, ouais, c'est légal en fait, c'est autorisé par la mairie. Ouais, c'est pas tous les jours comme ça? Non, mais non. Pas tous les jours, non. On peut le dire, hein, ça arrive. Ouais, ça arrive. Bon, le graphe, toi, tu te souviens? Les tout débuts pour toi, le graphe, je sais pas, il y a eu un déclic, une envie particulière? Moi, ça remonte années 80, fin des années 80, quoi. Début du hip-hop, 84, 85. Là, c'est pas encore le graphe, hein, c'est surtout le hip-hop. Ouais, c'est le hip-hop qui est important pour toi, ouais, à la l'époque. culture hip-hop, le son, la musique, la danse. Voilà, Sydney, 84, Ah le bah carton. ouais. Et le graphe, c'est venu fin 80, 88. Ouais, C'est un film, moi, qui m'a donné le déclic. Beat Street, ça s'appelle. d'accord. C'est C'est un film sur le graphe? qui traite du hip-hop et beaucoup de graphe. quoi. D'accord, ok. On New York City street with a smoking funky beat. They used to hang out all night and just gang fight, leaving bodies all over the street. But now it's hip hop, break dance and pop, electric boogie just won't stop. Everything in the town is built around that cutting, scratching, and hip hop sound on Beat Street. Beat Street. Et
le film dedans, les graphes, ça m'a tilté quoi, la couleur et tout. Et le soir même, il y a un mec de mon quartier qui s'amusait à repeindre des trucs sur les murs de la MJC. Et du coup, tilt. Et les premières pièces, ça s'est fait dans l'année par hasard, une bombe de peinture, bim bam, les murs du collège. Voilà, ça c'est fin 80, 88, 89. Ça fait 25 ans, dis-moi, mon cher David. Ça fait longtemps, ça fait un bail. Bon, et ça fait 25 ans que tu graffes à Nantes. Tu t'en vas de temps en temps graffer ailleurs ou tu as vraiment le plaisir de graffer à Nantes? Moi maintenant, avant, ouais, au tout début, on a pas mal bougé en France, la région. Mais non, moins, parce que je peins beaucoup moins. Ouais. C'est plus par plaisir, et puis j'aime bien Nantes, quoi. D'accord. J'aime bien, on a du mur, tout ce qu'il faut, quoi. Bon, je te laisse continuer, hein. T'as une spécialité, c'est le lettrage. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le graphe, c'est vrai qu'il y a plein de mouvements dans le graphe maintenant. Et le lettrage, tout est dans le terme, c'est-à-dire faire du graphe avec des lettres, avec des dimensions particulières, c'est bien ça. Ouais, c'est ce qu'on appelle le whiting en anglais, c'est vraiment la base pure du graffiti, quoi. C'est écrire son nom sur un mur avec du lettrage. Et c'est vrai que maintenant, tout se mélange un peu quand on parle de graffiti. Il y a beaucoup qui font du dessin, etc., du réalisme, de la 3D. Moi, je suis resté dans les bases, quoi. Puriste un peu, puriste. Le lettrage, quoi, le whiting, quoi. David, comment tu crées un graphe? Le mur est là, bon, parfois tu le recouvres. Tu sais ce que tu vas faire dès le départ, la forme des lettres, les dimensions, l'angle. Comment tu as ça, toi? Bon, en fait, moi, je fais jamais de lettrage, quoi. Je fais jamais d'esquisse papier. Je viens toujours sur le mur à l'impro un peu, et puis j'enchaîne sur le mur, quoi. Après, j'ai toujours un style bien. Enfin, dans ma tête, je connais mon style, quoi. Donc, je sais que les formes, ce que ça va être, comment, les proportions. Ouais. Bon, c'est vrai qu'après, on retrouve beaucoup de formes qui reviennent. Il y en a qui n'aiment pas. Moi, je préfère rester dans mon style un peu. Mais toujours à l'impro, quoi. Alors, dans d'autres émissions, on avait rencontré des graffeurs, notamment à Strasbourg. Et je me souviens, il avait une adoration particulière pour les trains. Il se levait dimanche matin pour se faire des trains. Toi, il y a des endroits, allez, ta petite Madeleine de Proust, c'est quoi pour toi en tant que graffeur? Le train, ouais, c'est magique, quoi. Qu'est-ce qu'il y a de magique dans le train? C'est le concept de la pièce qui roule, quoi. Ta pièce, elle est là, elle va bouger à l'autre bout de la ville. C'est un peu la culture de base, quoi. New York, c'était ça, la base. Il faut mettre leur nom pour ce qui se trimballe dans toute la ville. Ouais, exactement, ouais. C'est vrai que le train, pour ça, c'est magique, quoi. Bon, j'en ai fait pas mal, les tramways aussi. Mais maintenant, on a un peu calmé, quoi. 25 ans après, on se calme un peu. Bon, David, je te laisse travailler sur ce mur. C'était un vrai plaisir de te rencontrer. On adore les graffeurs dans Culture T. Salut, David. Au revoir. C'est désormais votre instant politicard. Politicard, c'est très simple. Une femme, un homme politique face à une œuvre d'art. Et à Nantes, on a eu la chance de lier les deux avec Jean-Louis Jossic, membre du groupe Triane et adjoint à la culture de Nantes. On l'a rencontré dans un restaurant historique de la ville, La Cigale. Dans les prisons de Nantes, dans les prisons de Nantes, il y avait un prisonnier, Un citoyen qui a été élevé dans la vie associative et qui a été élevé dans la conscience d'avoir un voisinage, d'être né dans un quartier qui avait un sens, dans une ville qui avait un sens, et que je n'ai jamais quitté en dehors de ma période dite de service national, et pour laquelle j'ai toujours vibré. Et pour moi, ça a toujours été défendre sa région au travers de son identité, et à un moment m'engager pour participer à la défense et au développement de ma ville, ça allait de soi. C'est du travail sur de la matière humaine. Je suis très très étonné quelquefois que les artistes s'engagent peu, parce que je pense que nous sommes des citoyens, et des citoyens engagés dans la culture personnellement, ça doit mener vers un engagement, vers le partage de la culture et de tout le reste avec l'autre. Simon de Michaud.
s'en repentira. Quand on est sur une scène, on est un peu dans une position phare et tout ce qu'on dit doit nous engager, on doit se montrer très responsable. Il suffirait qu'à la fin, devant un stade ou un zénith, on hurle « Maintenant, c'est scandaleux, tous à la préfecture ». Il y en a qui nous suivraient à la préfecture. Je crois qu'il faut avoir cette responsabilité qu'on retrouve chez l'homme politique, de ne pas être justement dans la démagogie, dans la réponse attendue, mais réellement dans cette, je le redis, cette responsabilité. Qu'on la fasse passer par la politique ou qu'on la fasse passer par l'art et la culture. Ce sont deux moyens différents d'émancipation, de développement de l'homme libre, de l'homme réfléchi et de l'homme qui a un but, autre que manger, dormir. Pour l'artiste, qu'est-ce que le politique? C'est quelqu'un qui a l'argent, qui a les moyens, qui a le pouvoir, mais qui, dans le fond, est prêt à les céder à condition de contrôler. C'est un censeur, l'homme politique. Et puis pour celui qui fait de la politique, l'artiste, c'est quelqu'un qui, certes, fait avancer les choses, est créatif, et quelquefois très très barré, qui n'en veut qu'à notre argent, à nous les politiques, et qui est totalement incontrôlable. Alors si on reste sur ces bases-là, on se retrouve avec cette situation où le ministre ou la ministre fréquente le haut du gratin de la culture et où à la base, on ne se retrouve pas. Or, l'artiste à la base a besoin du politique et le politique a besoin de l'artiste. Et c'est ce qui se passe à Nantes, et pas seulement grâce à moi. Ce qui se passe à Nantes, c'est que cette rencontre se fait et qu'on a compris qu'on doit travailler collectivement ensemble pour développer la cité. Il n'y a pas de dichotomie. C'est-à-dire, quand on me dit « tu préfères faire de la politique ou faire de la musique ?» Tu préfères ton père ou tu préfères ta mère? C'est épouvantable comme choix. Je m'éclate dans les deux, j'ai cette chance de peu dormir, 6 heures par nuit, donc de pouvoir avoir 2 temps pleins. Et j'aurais tendance à dire que les deux sont extrêmement proches, la politique et l'artistique, non pas sur le fond, mais sur la forme. On a une foule devant soi, on a des gens que l'on doit convaincre, à qui on doit ensuite apporter quelque chose, que l'on doit suivre, c'est pas simplement un passage éphémère. Et dans le fond, il y a une grande proximité dans les deux attitudes. Et dans les deux cas, dans le fond, qu'est-ce qu'on veut ? On veut donner de l'amour, d'une certaine façon, faire partager des émotions, développer ensemble, mais on veut que vous me disiez « vous m'aimez ». C'est la fin de votre émission Culture T, ici à Nantes. Je tenais à remercier l'ensemble des équipes du Blue Radisson de nous avoir accueillis pour tourner cette émission dans cet ancien palais de justice, aujourd'hui réhabilité en hôtel. Toutes les informations sur l'émission, c'est simple, mon profil Facebook pour toutes les informations au quotidien sur l'émission, les tournages et tous ces artistes qu'on a la chance de rencontrer. Et tous les vendredis matins, ma chronique bande dessinée dans métro et téléloisirs.fr. Ciao et à bientôt pour d'autres aventures dans Culture T.